Bon, ben salut gang. Alors, de retour avec Gilles Laporte, comme je vous l'avais annoncé. Salut Gilles. Hey, allô Denis. Ça va bien? C'est très, très bon, merci. Bon, alors Gilles était... En fait, j'ai appris ce matin que Gilles était prof d'histoire. Je savais qu'il était prof, je savais pas qu'il a pris sa retraite. En fait, depuis 1 an. Donc, c'est un jeune retraité du Cégep du Vieux-Montréal. Exact. T'es en forme? T'aimes ça, la retraite? Ah, formidable, oui, bien sûr, mais je continue à être actif un peu partout. Ça permet de multiplier mes engagements. Hein? Et puis l'enseignement, ben, c'est formidable. Je te dis, c'est la mort dans l'âme que j'ai quitté l'enseignement régulier. Mais j'ai gagné en diversité et en liberté de manœuvre, puis aussi de parole. OK, c'est bon. Bon, là, Gilles était avec nous pour un livre qui a écrit, qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « La victoire des patriotes ». Bon, là, c'est quelque chose, parce que, bon... Ouais. Bon, Gilles est un spécialiste de la période des patriotes. Moi, j'ai plein de livres de lui chez nous. Mais là, évidemment, écrire... Ça s'appelle une uchronie. Voilà, bravo. C'est ça qu'on appelle. Une uchronie, c'est-à-dire que tu as écrit à partir... Tu as changé quelques événements ou un événement qui fait en sorte qu'au lieu de perdre, les Patriotes ont gagné. Et là, ça t'amène à relire l'histoire qui a suivi les événements de 1837, 38, 39, en fait, à la lumière de cette victoire-là. Alors, bon, ça, premièrement, parlons de ça. Quel est l'événement, en fait, de quel événement tu parles qui vient, puis à ton avis, c'est historiquement... Ça se serait pu qu'on gagne, au lieu d'appeler ça la rébellion des Patriotes, on pourrait appeler ça la victoire des Patriotes. Exact. C'est quoi l'événement? En fait, c'est parce que depuis 30 ans que je travaille là-dessus, que j'écris des livres d'histoire, oui. La question qui rebondit le plus souvent, et de loin, c'est aurait-il pu gagner? Okay. Est-ce qu'une victoire était possible? Okay. Cette question-là, on peut y répondre brièvement ou en long, mais l'essentiel pour moi, c'était de moi-même le vérifier. Et pour y arriver, il fallait que je donne j'étale une perspective historique ou voir ensemble où ça aurait pu bifurquer menant à une victoire. Est-ce qu'une victoire était possible? Lorsque je l'ai entrepris, c'est là que le jeu du roman embarque, oui. C'est que jusqu'à un certain point, j'avais un seul souci, c'est que tout soit plausible, c'est-à-dire que ça se puisse. Et des circonstances, le but était de changer un seul, peut-être infime événement, genre une mouche. Ce qu'on a fait là, en physique, l'effet papillon. C'est-à-dire une aile de papillon qui peut, à l'autre bout de la planète, provoquer un ouragan. Oui. Alors, cet événement de divergence, il est très, très simple, il est daté, puis il est historiquement connu. Bon, sans rentrer dans les détails, il y a eu une victoire à Saint-Denis des Patriotes fantastique le 23 novembre 1837 à Saint-Denis sur Richelieu. Historiquement, notre seule victoire. Ah non! Il y en a eu d'autres en 1838, puis ça on pourrait y revenir. Okay, on entend vite fait que c'est la seule victoire. Non, il y a eu une victoire à Sainte-Martine aussi, où ils ont repoussé les Glengarry Highlanders. Ils ont aussi une victoire à Beauharnois, où ils se sont emparés du manoir Ellis et d'un bateau à vapeur, et où ils ont tenu le village pendant une semaine. OK, c'est bon. Alors, Il me ramène à l'ordre. C'est bon. Néanmoins, vous avez raison, c'est la seule bataille significative. La seule victoire significative. Peu importe, revenons au lendemain de cette bataille-là. Il y a un autre régiment anglais, celui qui est tristement célèbre parce qu'il va remporter la bataille de Saint-Charles, commandé par le colonel Wedgwood, qui est juste au sud de Saint-Denis. Or, en apprenant la défaite de Saint-Denis, le général Colborne, à Montréal, envoie immédiatement un message à Wedgwood disant « On vient de perdre à Saint-Denis, on ne veut pas perdre une deuxième fois, ramenez vos pénates à Montréal, on s'en reprendra plus tard. » OK, ça c'est historique, ça. C'est historique. Colborne a envoyé cette lettre-là. Il a envoyé cette lettre. Et la seule chose qui est arrivée, le message ne s'est pas rendu. Les Patriotes l'ont intercepté il y a eu 3 messagers d'envoyer et le message n'est pas parvenu à Wedgwood dans la nuit du 24 au 25 novembre 1837. Et je ne suis pas le seul à le dire. Les historiens émérites, notamment Eleanor Kite Sr., mentionnent clairement que si ce message était parvenu, on aurait pu se retrouver en face d'un récit historique complètement différent.
ne serait-ce que parce que la défaite de Saint-Charles n'aurait pas eu lieu. Et le régiment de Withdrawal serait rentré à Montréal. On serait toujours 1-0 pour les Patriotes à la fin de la première période. Et donc, les Patriotes auraient été gonflés à bloc afin de s'emparer éventuellement de toute la rive sud. Colborne aurait attendu des renforts et tutti quanti. Mon but, à partir de là, était de voir maintenant quels auraient été les effets à moyen et à long terme de ça. Oui, parce que ça, comment je dirais ça leur donne pas... Tu sais, on dit souvent que les Patriotes étaient une armée de paysans, armée de fourches puis de pelles contre la meilleure armée du monde. Ça change pas ça, là. Parfaitement. Cet événement-là change pas ces données-là, historiques, concrètes, qui font en sorte que les Patriotes n'avaient pas beaucoup de chance. Non, vous en faites pas, là. J'ai pas... Rambo arrive pas pour autant, tout d'un coup. Non, j'avais un seul événement que je pouvais changer. Le reste devait être solide au niveau historique. Vous avez raison, pas d'argent, pas de cadre militaire, pas d'armement, puis non plus d'appui. Mais il y a un magnifique dialogue que je mets dans la bouche de Papineau où il dit simplement, je donne tout le crédit à Papineau et non pas à moi, il dit simplement, voyez, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'armes, puis on n'a pas de cadre. Mais ce qui nous manque par-dessus tout, c'est du temps. Du temps pour aller chercher tout ça. Ah oui. De l'argent, les Américains nous en ont promis. Des armes, on peut s'en trouver. Le commandement, prenons le temps de donner un plan de campagne. Il faut du temps. Et c'est ça que le petit événement du retard de Saint-Charles permet. Le but, c'est de remporter quelques succès. J'imagine une victoire à Saint-Mathias qui aurait permis que les Patriotes qui se battent en novembre puissent s'installer jusqu'en décembre. Et en décembre, il se passe quelque chose. Puis ça, pas besoin d'une uchronie pour en être convaincu. Okay, c'est l'hiver. Gilles, t'attends une seconde. OK. Ben, c'est super intéressant. Il faut aller à la pause. Il se passe quelque chose en décembre. On revient dans 2 minutes avec la suite de cette magnifique histoire. À tantôt, gang. Alors, de retour pour Dimanche on lit avec Gilles Laporte. Juste pour rappeler aux gens que cette émission se fait en collaboration avec la librairie Allée, qui est à 3 portes juste à côté ici. On va mettre d'ailleurs, après l'émission, en fait, cette semaine, les livres en vitrine. Alors, ceux qui voudront s'en procurer pourront s'en procurer là. Je rappelle le titre, La victoire des Patriotes de Gilles Laporte, qui est avec nous autres. Bon, Gilles, on était rendu au mois de décembre. Donc, là, à partir de la prémisse de la lettre interceptée par les Patriotes, on gagne à Saint-Mathias. Voilà. On a du temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bien, on a du temps. Ça permet d'abord de réunir les cadres patriotes. Ils font une convention, un congrès à Saint-Hyacinthe, qui est un peu la capitale des Patriotes à ce moment-là. Ils ont du temps parce que Colborne est barricadé à Montréal. Et il y a un certain nombre d'événements qui sont plausibles à ce moment-là, y compris que la Grande-Bretagne réagit. Elle envoie des renforts, elle envoie un nouvel gouverneur qui s'appelle, comme par hasard, Lord Durham, mais qui arrive dans un contexte complètement différent. Ouais. Et là, tout à coup, on voit que le rapport des forces, il n'en est pas maître. Alors, on a un nouveau Durham, un Durham qui doit se montrer, qui doit faire des compromis, parce que devant lui, il a un peuple soulevé qui croit qu'il est capable de l'emporter, et ainsi de suite. Alors, on a des compromis qui se font de part et d'autre, et c'est une saga qui va mener, en somme, jusqu'à la proclamation d'une république. Je ne dis pas ni du Québec ni du Canada. Je l'appelle la Laurentie parce que le mot Québec ou province de Québec est intimement associé à l'Empire britannique. C'est l'Empire britannique qui va inventer ce nom pour définir la province, le provincia des vaincus de la ville de Québec. Mais une république de Laurentie en 1871 à l'occasion de la guerre de sécession. Parce que un des personnages le dit bien, l'indépendance du Québec, la victoire des Patriotes, certes, mais pas comme d'un processus allant de soi. La Grande-Bretagne, première puissance mondiale, n'allait pas lâcher le morceau aussitôt. Et il aura fallu la commotion de la guerre civile américaine, la fameuse guerre de sécession, qui aurait lieu de toute façon, pour que les nationalistes québécois, les héritiers des Patriotes, puissent profiter de la force du Nord pour bousculer la Grande-Bretagne hors du Canada. En somme, c'est un exercice visant à répondre à cette question-là, à voir un scénario. Mon but était double. D'abord, montrer que c'était possible d'une victoire. Puis le deuxième, montrer que ça ne serait pas facile. Il y aura des larmes, du sang et de la sueur pour arriver à la victoire finale des Patriotes. Okay. Donc, dans ton histoire,
il n'y a pas 1840, il n'y a pas d'acte d'union en 1840. C'est la grande différence. Non. Un des compromis auxquels les patriotes en seraient arrivés, c'est de surseoir à l'union. Il n'y aurait pas eu d'union. Okay. Le Bas-Canada et le Haut-Canada auraient continué à être séparés. Okay. Et ça, c'est un grand élément. Bravo, Denis, parce que c'est un élément qui allait tuer à terme le nationalisme. C'est l'acte d'union qui amène la Confédération en 1867. Oui, puis qui détruit le nationalisme patriote tel qu'on l'entend, parce qu'il noie la majorité française dans une mer d'anglophones. Exact. En faisant ça change tout, donc. Ça change le rapport de force. Et c'est exactement... La victoire des Patriotes est amorcée par le fait qu'il n'y a pas eu d'union. On a maintenu un Québec ou un Bas-Canada tel qu'il était à l'époque des Patriotes, et ça va permettre à nos élites puis au peuple de continuer à renforcer le sentiment d'appartenance. OK. Puis les réformes, les fameuses réformes, les 92 résolutions puis tout ça, est-ce qu'ils vont être appliqués au début des années 1840? C'est difficile. Il y a La Fontaine qui est là. Il y a des gens qui veulent se compromettre avec les Britanniques. À Landau, j'écris que c'est un thriller géopolitique. Et s'il y a un élément qu'on a trop négligé, puis que ce roman-là m'a permis de revisiter, c'est l'influence des États-Unis. Les États-Unis auraient pu jouer un rôle beaucoup plus important que ce qui s'est produit, ne serait-ce que parce que les Patriotes ont pu prolonger leur effort et sensibiliser les Américains au fait qu'il y avait une vraie révolte au Nord qui aurait pu déboucher sur un projet national. Mais ils sont allés. Je veux dire, Duvernay est allé, Papineau est allé. Certes, mais déjà, ils avaient été... Nos chefs sont en exil. Ils vont aller Papineau va aller à Washington, historiquement, puis il n'y a pas de réponse, il ne se passe rien. Parce que les Patriotes viennent d'encaisser des défaites. Okay. Regardez, les États-Unis sont... Bon, pourquoi pas? Regardez Donald Trump. Il prenait pour la Russie la semaine dernière, puis là, il prend pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a prouvé qu'ils sont capables de remporter des victoires. Les Patriotes prouvant qu'ils sont capables de remporter des victoires... Soudainement, les Américains s'intéressent aux Patriotes. Voilà. Et c'est ce qu'ils vont faire avec le Texas à la même époque de Davy Crockett puis de Sam Houston. Ils regardent ce qui se passe autour, puis quand ils sentent que le fruit est mûr, ben, ils en tirent parti. OK. Donc, après 1840, il y a un gouvernement qui s'installe dans le Bas-Canada avec Louis-Paulette Lafontaine. Ouais. Les réformes... Il y a des réformes qui s'installent tranquillement. Oui, mais certainement qu'il y a des réformes. Il y a même des progrès économiques. On n'en demeure pas moins un dominion britannique à ce moment-là. Oui, OK. Parce que les Patriotes n'ont pas pu obtenir l'indépendance. Ça, c'est intéressant. Oui. C'est pour ça que c'est un projet de longue haleine. Parce que la guerre fait pas de gagnant. Puis aussi parce que l'armée britannique est prête à envahir. La première puissance mondiale a des armes. Ils ont maintenu la citadelle de Québec. Ils ont 10 000 soldats à pied d'œuvre. Ils sont capables d'écraser comme un rouleau la révolte des Patriotes. Il ne s'agit pas de remporter une petite victoire à Saint-Mathias pour obtenir l'indépendance. OK, puis ça se passe comment, ce moment-là? Là, c'est une cohabitation. OK. Une cohabitation des principes Il y a un gouvernement qui est nationaliste à Québec avec le statut de dominion britannique, en somme. OK. Donc, les Patriotes acceptent. C'est une victoire militaire. Il y a des tensions. Grâce à ça, ils acceptent des compromis sur leur velléité d'indépendance à ce moment-là. Mais ça ne tient pas, comme tout compromis, comme le Canada actuel, si bien que c'est la guerre civile américaine qui est vraiment un événement déterminant. En 1861, là, la Grande-Bretagne est liée, d'une certaine mesure, au sud contre le nord durant la guerre civile. Et avec un Québec qui est resté indépendant, avec un projet de confédération des provinces britanniques qui n'aboutit pas, l'occasion est là. Il va y avoir une invasion américaine du Québec et c'est par l'armée de l'Union que le Québec va finalement être libéré en coalition avec des Canadiens français. Un roman touffu pour ceux qui aiment la politique, les rebondissements qui s'intéressent aussi à l'histoire internationale. On a ici quelque chose qui va les combler d'aise. Gilles, merci infiniment. Malheureusement, il faut aller à la pause. On poursuit après. Gilles va nous parler d'un autre truc qui va sortir bientôt sur Lionel Groulx. On s'en reparle dans 2 minutes. Alors, de retour encore avec mon ami Gilles Laporte pour son ouvrage « La victoire des Patriotes ». OK, on était rendu. Donc, compromis après 1840, enfin, ce qui était 1840, l'acte d'union important pour nous. Il y a un compromis qui arrive, il y a comme un vivre ensemble politique qui s'installe jusqu'à la guerre de sécession. Voilà. Là, il y a un basculement des forces qui amène à l'indépendance en 1871. En fait, ça se ferait comment? Là? Non, c'est très plausible. Parce que pendant la guerre civile, celle d'Abraham Lincoln pour la libération des esclaves et tout le reste, il y a eu le rôle de la Grande-Bretagne qui était très important. Dans mon scénario,
qui est tout à fait plausible, c'est que la Grande-Bretagne s'implique davantage aux côtés du Sud. Parce qu'ils achetaient leur coton. C'était ça qui avait cours durant la guerre civile. Et dans les circonstances, la Grande-Bretagne s'impliquant un peu trop cette fois-ci, le Nord il y a une déclaration de guerre qui implique la Grande-Bretagne. Et quand on veut combattre la Grande-Bretagne en Amérique du Nord, qui est-ce qu'on attaque? Le Canada. Alors, les États-Unis s'allient à ce moment-là aux descendants des Patriotes. 30 ans plus tard, et là, on libère bel et bien le Canada. Mais pour libérer le Canada, pour libérer le Québec, pour libérer la vallée du Saint-Laurent, ça prenait des moyens substantiels. Or, la première armée du monde en 1865, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est les nordistes, c'est l'armée du Potomac du général Grant, gigantesque armée de 600 000 hommes. Alors, dans les circonstances, vous avez là tout le potentiel pour une libération du Canada, un vacuum en Amérique du Nord, proclamation d'une république alliée aux États-Unis, mais quand même indépendante, qui va prendre le nom de Laurencie et qui est proclamée par Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau meurt en 1871. Oui. Alors, il a le temps de proclamer. Ah, c'est pour ça que tu as choisi 1871. Ça fait partie de mes... Ah, mon Dieu, il y a plein de considérations. Là. OK. Mais c'est Papineau qui proclame la... Absolument. Il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est un dialogue entre Abraham Lincoln et Louis-Joseph Papineau. Deux présidents qui se parlent. Ça doit... on imagine un peu leur sujet de conversation. Wow. Hey, bravo, Gilles. Écoute, les amis, je vous invite vraiment fortement à lire ça, La victoire des Patriotes. Gilles nous en a donné un aperçu, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Gilles, tu as un autre ouvrage aussi qui sort là. Lionel Groulx et les Patriotes. Exact. Qui ne va pas nécessairement de soi. Non. Mais tu as écrit un ouvrage là-dessus par nous en donner. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la Fondation Lionel Groulx, on a trouvé une archive absolument inédite qui a exactement un siècle. À l'automne de 1925, le professeur de l'Université de Montréal, Lionel Groulx, donne un cours sur les patriotes. OK. Ce cours-là, il fait des notes de cours. Des notes impeccables, magnifiques, superbes manuscrits, et il donne 6 conférences là-dessus. Le total fait 200 pages parfaitement rédigées. C'est ça que tu publies. C'est ça qu'on publie. On publie un manuscrit inédit qui n'a jamais été lu au public, jamais été rendu public, du plus grand historien de la première partie du 20e siècle québécois, leader nationaliste. Que pouvait bien dire Lionel Groulx à propos des Patriotes? Je reçois ce manuscrit-là, je tombe en bas de ma chaise. On avait de Lionel Groulx une vision très nationaliste, très tranchée, voire anti-britannique et tout le reste. Pas du tout. Premier choc, Lionel Groulx est très nuancé. Il y a du pour et du contre dans le programme Patriote. Il y a du pour et du contre dans les positions britanniques. Deuxième chose, il ne dit pas que les Patriotes avaient raison de se battre. Pourquoi? Ben, parce qu'il est pris. Lui-même est un prêtre. Oui. Lui-même est un grand catholique. Alors, il doit dire, écoutez, les Patriotes avaient raison de se battre contre avaient raison de se soulever contre l'oppression. En revanche, ils ont utilisé des doctrines révolutionnaires. Ils étaient athées. Et en plus condamnaient. Ils ne pouvaient pas être en faveur de ça. Okay. Fait que Lionel Groulx est obligé de ménager le chou puis la chèvre. Et c'est très intéressant parce que sa thèse, on découvre, qui est une thèse inédite à propos des Patriotes, c'est que les raisons pour lesquelles les Patriotes ont entrepris la révolte sont pas les bonnes. Okay. Ils ont entrepris la révolte pour des idées républicaines, libérales, révolutionnaires, jacobines. En revanche, lorsque la répression a commencé à s'abattre sur notre peuple, de l'armée britannique y est allée avec une telle brutalité, une telle violence, que là, le peuple s'est senti appelé pour défendre, non pas les idées des chefs, mais pour défendre sa patrie, pour défendre son identité. Alors, c'est la thèse de Lionel Groulx qu'il défend dans ses notes, c'est ce qu'on a pu voir. Les raisons initiales sont purement politiques, voire idéologiques, mais ça va déboucher sur une lutte de race. Ça va déboucher sur un conflit. Vous savez, Pierre Falardeau a fait un film sur les Patriotes que vous connaissez bien, et dans ce film, on me posait la question, est-ce que c'est vrai que les Patriotes, ils disaient, il y a des goddamn anglais, puis qu'il y avait beaucoup de hargne contre les Anglais? Je réponds toujours la même chose. Pas avant 1837. Le film de Falardeau aurait été inexact s'il avait présenté la lutte des Patriotes comme une lutte de race. Mais
après la répression, après la brutalité et au moment des pendaisons, là, les émotions sont à cran. Et ce qui était au départ une lutte politique, c'est ce que montre Lionel Groulx dans son livre, va devenir une lutte de race, va devenir une lutte fratricide. D'ailleurs, aller encore aujourd'hui sur la rue Saint-Charles, puis demander aux gens c'était quoi les patriotes, en règle générale, même en 2025, on va vous répondre, ben, c'est une lutte contre les Français puis les Anglais ont gagné. À terme, l'historien peut sourciller devant ça, mais c'est quand même une réalité que c'est devenu, ça s'est installé dans les mémoires comme une lutte de race. En ce sens, la thèse de Lionel Groulx, qu'on redécouvre après un siècle, ben, c'est peut-être celle qui domine aujourd'hui. Wow, super intéressant. Merci, Gilles. Hey, grand plaisir, Denis. Ça sort quand, ça, ce livre-là? Mardi prochain, le 7 octobre, en librairie, y compris ici. OK, parfait. Ben, le 7 octobre, donc, il est sorti la semaine passée. C'est formidable, ça veut dire qu'il est disponible. Le lancement a lieu à la Fondation Lionel Groulx le 28 octobre, dans la maison même de Lionel Groulx. Merveilleux. Merci, Gilles. Grand plaisir. De retour après la pause, des amis, avec mon prochain invité, Ugo Monticione. On va parler de voyage. Salut, gang. Merci. Merci, Gilles. Grand plaisir. FM 103.3